Merci, Madame la Présidente. Alors, à chaque fois, c'est la même chose. À l'approche du budget, je me dis, mais que vais-je bien pouvoir dire? Que vais-je bien pouvoir faire? Que vais-je... Je vois que vous êtes en forme et je m'en réjouis. Que vais-je bien pouvoir dire de neuf? Madame de Freigne, laissez-moi. Parce que j'ai beaucoup appris de vous, en fait, Madame de Freigne. Vous savez, pendant 6 années, je vous ai vu vous escrimer sur les bancs de l'opposition, et vous aviez ce mérite de répéter, encore répéter les mêmes idées. Et de fait, en politique, c'est souvent comme ça qu'on parvient à faire avancer des idées, c'est en les répétant ad libitum, voilà, en noyant parfois son interlocuteur sous l'ennui, de telle sorte qu'il finit de guerre lasse par vous donner le point. Mais voilà, je me suis demandé, est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça? Voilà, en dépit de toute l'admiration que j'ai pour vous, Madame de Freigne, je vais essayer de faire autre chose. Et donc, je suis donc dans l'expectative parce que je pense que le rôle d'une intervention de l'opposition sur le budget, c'est de démontrer ce qu'il y a à vous reprocher, de démontrer ce en quoi nous ferions mieux que vous. Pas évident, et d'ailleurs les interventions qu'on vient d'entendre ont montré à quel point c'est difficile. Parce que, bon, vous avez beaucoup de bonnes excuses. La criminalité organisée, les inondations, le Covid, le piratage informatique, les travaux du tram, la crise énergétique, l'inflation. Mais qui survivrait à ça? Vous me faites l'impression d'un judoka qui est au sol, qui essaie de ne pas mettre la deuxième épaule sur le sol. J'ai commencé à suivre des combats de judo parce qu'il se trouve que voilà, mes obligations parentales m'y amènent. Tant que les deux judokas sont debout, on comprend encore un peu. Mais une fois qu'ils sont par terre, là, c'est très compliqué si on n'a pas les codes. Et du coup, je vous vois vous débattre, tel un judoka tentant de ne pas mettre la deuxième épaule au sol. Et j'ai du respect pour vous. Je me dis, mais quel mérite, quelle difficulté. Vraiment, c'est pas évident quand même comme posture, là, je me dis. Voilà. Bon, le judoka, évidemment, son problème, c'est qu'il ne voit plus grand-chose d'autre que son adversaire, voilà. Et donc, voilà, me revient en tête cette citation cet extrait d'Arizona Dream, qui est un de mes films préférés, dans lequel on entend cette chanson de Goran Bregovic qui dit « The fish doesn't sink because the fish knows everything ». Vous voyez, et bien, moi, je ne sais pas encore tout, donc je vais quand même essayer de penser 2 ou 3 choses, mais j'en suis pas loin, et je me dis, ah oui, je comprends, vous voyez, j'observe l'inexorable engrenage dans lequel vous êtes pris. Et je me dis, bah oui, mais que faire d'autre qu'être entraîné par cet engrenage? L'endettement, ben, que faire d'autre? Que faire d'autre que souscrire à ce plan oxygène? Ben, que faire d'autre? Utiliser toutes les poires pour la soif. Bah oui, il faut bien. On les engloutit les unes après les autres. Les pompiers, allez hop, 10 ans hop, on les reprend dans le budget vite fait, comme on peut. Le 2e pilier de pension, pas le choix. Tout ça est dicté par le sceau de la nécessité. Quant aux cotisations de responsabilisation, là, on a tout simplement le revolver sur la tempe. Voilà. Alors, certes, dans ce marasme, vous parvenez à faire émerger quelques éléments positifs. Je me réjouis en particulier de nominations. Je me réjouis de cette volonté de créer une régie communale autonome. Néanmoins, vous restez dans tout cela, dans l'imaginaire de la traversée du désert. Vous l'avez dit assez clairement, Madame de Freigne. Nous sommes dans un budget volontariste. Nous allons passer outre aux épreuves et à l'horizon, c'est pas trop, à l'horizon se trouvent enfin les vertes prairies et le ciel bleu. Voilà, je note qu'en ce qui vous concerne, vous avez annoncé que votre mission se terminerait avant cette échéance, et je m'inquiète un peu pour ma part que cet imaginaire ne soit en fait pas partagé par ceux qui devront vous succéder. Et je pense qu'ils auront raison, parce que le court-termisme du judoka, reproche-t-on au judoka qui se débat d'être court-termiste? Ben non, enfin, il fait ce qu'il peut.
le court-termisme du judoka mène au court-termisme. Et je le crains, tout comme Caroline Sall d'ailleurs, les années qui viennent risquent d'être encore plus difficiles. Encore plus difficiles parce que, d'une part, les crises qui s'amoncellent, il n'y a pas vraiment de raison que ça s'arrête tout d'un coup, enfin, espérons-le, mais il y a beaucoup de raisons de penser qu'on ne va pas forcément au-devant d'années plus faciles qu'aujourd'hui. Et puis l'accumulation de la dette, parce que ce plan oxygène, il va bien falloir le rembourser, de l'énergie, dont rien ne permet sérieusement de penser qu'au-delà d'un répit temporaire, dans les 5-10 ans qui viennent, nous aurons une énergie bon marché. La question du climat qui va devenir de plus en plus prégnante et qui va avoir des conséquences multiples. Tout cela va s'accumuler. Et dans l'amoncellement des crises que vous citez, dans cette série des plaies d'Égypte, comme vous disiez, je pense que vous en oubliez une, et qui en fait est extrêmement liée à ce dont on débat ici, c'est la question de la démographie. C'est-à-dire que peut-être notre principal fardeau, c'est que l'évolution démographique ne nous est pas favorable. Parce que l'exode urbain continue, parce que le vieillissement de la population, parce que l'appauvrissement, qui se voit quand même très clairement dans les statistiques, je parle d'appauvrissement relatif, simplement déjà par rapport à l'arrondissement, l'ensemble de ces éléments démographiques font que nous allons dans une situation qui va être de plus en plus compliquée budgétairement, indépendamment de tout le reste. Et on sait qu'enrayer cette crise démographique, c'est-à-dire par exemple obtenir que les familles cessent de s'en aller lorsque les enfants arrivent, moment clé s'il en est, obtenir que tous ces gens qui se disent liégeois, qui vivent parfois à Haute-Siplou, à Arlon, à Los Angeles, mais qui continuent à se dire liégeois, peut-être reviennent un peu à Liège aussi, ce serait pas mal. Bref, cette crise, elle est aussi démographique. Alors, cette logique de l'engrenage, je vous dis, moi, elle me rend modeste, parce que je ne suis pas sûr que je ferais mieux que vous. Je ne suis pas sûr que quiconque sur les bancs de ce Conseil ferait mieux que vous, dans les circonstances que nous vivons. Et pourtant, j'entends en même temps que cette logique de l'engrenage, elle est devenue totalement inaudible pour la plupart de nos concitoyens. De nos concitoyennes, de nos concitoyens dont le quotidien est devenu, bien souvent, plus difficile au cours des années écoulées. Et il y a cet écart de vision entre, d'une part, un politique qui se débat dans des contraintes de plus en plus fortes, et d'autre part, un citoyen qui ne s'y retrouve plus. Et dès lors, je pense, et j'ai peut-être trouvé là de quoi faire une intervention, heureusement, qu'il y a dans le chef d'un représentant de l'opposition une deuxième mission. À défaut de pouvoir démontrer que dans l'immédiat, dans les circonstances présentes, on ferait mieux, je crois que l'opposition a aussi le rôle, à la différence du judoka qui est au sol, à relever la tête, à faire 2 pas de recul et à dire voilà peut-être ce qui serait possible, voilà tout ce qui n'est pas dans ce budget, voilà tout ce qu'on aimerait qu'il y soit. Réaccrocher un peu l'idéal à un horizon un peu lointain, un peu élevé. Alors, je vais passer ce budget en revue sous l'angle de quelques angles de vue, qui, à mon avis, devraient être ceux du citoyen qui se préoccupe, ou doit être, je pense, est celui de beaucoup de nos concitoyens qui se préoccupent de leur quotidien et qui aimeraient voir une série de choses dans ce budget. Alors, la première chose, c'est la démocratie. Je crois fondamentalement que la commune est l'ancrage le plus important de notre vie démocratique. Elle a une mission absolument fondamentale en la matière et elle doit assumer ce rôle d'être le premier échelon démocratique de notre vie publique. Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait rendre possible une démocratie plus forte, plus inclusive, plus mobilisatrice ? D'abord l'accès à l'information. Faire en sorte que l'accès à l'information, la compréhension de l'information soit beaucoup plus aisée pour le grand nombre. On voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Comprendre comment fonctionne l'institution publique, comprendre la grande diversité de ses rouages, la façon dont elle prend les décisions, connaître le détail de ses décisions, etc., reste quelque chose qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, est peu accessible pour un grand nombre de nos concitoyens. J'attendrai des initiatives de votre part sur ce terrain. Deuxièmement, nous avons besoin d'une métropole. Pas tellement d'une métropole technique, on a besoin d'une métropole démocratique. C'est-à-dire d'un outil qui nous permet de refaire prise sur l'échelle à laquelle se passent réellement la plupart des grands déterminants de notre quotidien urbain. Les réseaux, la question hospitalière, la question des déchets, enfin tous ces enjeux qui sont réellement politiques, réellement importants, aujourd'hui sont gérés par des intercommunales largement, mais ces intercommunales n'ont pas de réel pouvoir de tutelle. Notre conseil communal n'exerce pas réellement une tutelle sur les intercommunales.
tout comme les autres conseils ne le font pas non plus. Il est temps de trouver cette métropole qui puisse devenir le lieu où l'on délibère publiquement de ce qu'on veut faire de cette vie commune que nous avons au niveau d'une agglomération. Et à cet égard, le minimum que j'attends de votre part, et c'est pas faute de l'avoir demandé depuis 10 ans, année après année, c'est cette étude sur les coûts de la centralité qu'on m'avait promise en lien avec Charleroi. Je n'ai rien vu venir. Monsieur le bourgmestre, j'attends de votre part que l'on avance sur ce terrain, que l'on démontre, parce que ce sera une base objective permettant de discuter avec nos partenaires de la périphérie, que l'on démontre la réalité de ces coûts inhérents à la centralité urbaine. Troisième chose en termes démocratiques, c'est l'associatif, le soutien à l'associatif, qui est aujourd'hui en net recul. En net recul faute d'indexation, ça a été dit, en net recul globalement, parce que la situation de l'associatif est de plus en plus difficile. Or, l'associatif représente, et je pense que vous le savez bien, au Parti socialiste, représente vraiment un fondement de notre démocratie sociale. Le rôle de l'associatif est majeur en termes d'inclusivité, la capacité du secteur culturel, du secteur de l'éducation permanente, du secteur sportif, à inclure la jeunesse, à inclure l'ensemble de la population dans des dynamiques collectives, doit être soutenue et ne l'est pas suffisamment, ne l'est plus suffisamment aujourd'hui. Deuxième enjeu, le droit au logement. Il y avait une manifestation ce week-end qui pointait à juste titre ô combien la difficulté dans laquelle se trouve un nombre croissant de nos concitoyens en la matière. Alors là, bien entendu, le droit au logement relève d'abord d'une politique régionale. Vous aurez beau jeu. Il n'empêche, du point de vue du citoyen, aujourd'hui, on attendrait des réponses. Les 3 000 ou 4 000 logements sociaux qui seraient nécessaires, c'est une chose. Il y a aussi la question du logement public, de façon plus générale. Et je pense que sur ce terrain aussi, vous pouvez avancer. Parce qu'un certain nombre de logements publics ont la capacité, dans la longue durée, d'équilibrer leurs coûts. Et je pense qu'il y a une nécessité d'investir plus dans ce secteur. Il y a toute la question du soutien aux alternatives, que je ne trouve pas non plus. La question des coopératives, des community land trust, de l'habitat léger. Il y a de multiples initiatives à prendre sur ce terrain qui sont prises, qui pourraient être soutenues et qui apportent des réponses qui me semblent aujourd'hui pas être suffisamment prises en compte. Troisième enjeu, l'énergie. Devenu sujet majeur. Peut-être va-t-on se réendormir un petit peu parce que le coût du gaz baisse, mais ce sera très, très temporaire. Je pense que sur l'énergie, on attend aussi des réponses. Pourquoi le réseau de chaleur, qui est pourtant développé par une intercommunale liégeoise, Intradel, de ses filiales, n'est-il pas plus soutenu, n'est-il pas plus vu comme un atout majeur qu'on pourrait développer? Qu'attend-on pour développer ce réseau de chaleur? Il avait été proposé d'utiliser les travaux du tram pour ne pas ouvrir deux fois la voirie, de poser en même temps le réseau de chaleur qu'on posait les rails du tram. Ça a été fait à Dijon, bon, ça ne sera pas le cas à Liège, dommage, il faudra donc rouvrir à un moment les voiries, mais je pense que c'est un atout formidable, ce réseau de chaleur qui se développe. Misons dessus, investissons dans ce projet, et par exemple pour desservir nos bâtiments publics et nos écoles. Il y a là de considérables économies d'énergie à faire. Une régie des énergies vertes. Vieille proposition de Vega, défendue depuis 10 ans maintenant. Nous pensons qu'il appartient au pouvoir public de développer une solution de production d'énergie renouvelable. Alors je prends connaissance ce soir, Madame Fernandez, de l'accord qui semble être intervenu au niveau de Netis, et je me réjouis de voir qu'on va investir dans Elicio, je me réjouis d'entendre parler de communauté d'énergie. Reste à ce que cet outil parvienne jusqu'aux citoyens. C'est-à-dire, il faut que cet outil soit réellement mis au service de chacun de nos concitoyens pour leur permettre d'accéder à un socle d'énergie renouvelable à un prix très bas, voire gratuit, qui permettra à chacun de disposer du minimum. Quatrième enjeu, la santé. Là encore, je pense que de nombreuses initiatives pourraient être prises et ne le sont pas. Vega a proposé l'adoption d'une low danger zone qui permettrait un gain considérable en matière de sécurité routière. Pourquoi ne pas relever cette proposition? Pourquoi ne pas vous en saisir? Toutes les questions des risques environnementaux également sont relativement peu présentes dans votre réflexion et dans votre discours. La question du bruit, la question de la pollution de l'air. Or, ce sont des éléments déterminants si on veut notamment que les familles restent. On sait que c'est un des aspects qui pousse les familles à quitter pour aller chercher de l'air pur, pour aller chercher la verdure plus ou moins réelle, plus ou moins fantasmée. Voilà. Beaucoup des périphéries dites vertes ne sont déjà plus tellement vertes, faute d'avoir été verdurisées. Enfin, bref, vous me comprenez. Voilà, en matière de santé, un point qui nous préoccupe également chez Vega et sur lequel nous voudrions voir une action plus décidée de la part de la majorité, c'est ce qui concerne l'accessibilité aux structures de soins.
À cet égard, je ne peux pas ne pas relever la fusion ou la quasi-fusion entre le CHR et le CHU qui a été annoncée, décidée, semble-t-il, en l'absence de tout débat démocratique. Nous avions demandé qu'une commission générale soit réunie au minimum pour auditionner les directions générales sur ce sujet et comprendre les enjeux de cette fusion. Bernic. Quelles seront les conséquences de cette fusion en termes d'accessibilité des soins ? Est-ce qu'on va rationaliser les services et par conséquent augmenter encore la distance moyenne pour le citoyen qui va devoir se rendre dans un hôpital plus loin de chez lui en moyenne ? Qu'est-ce que tout ça va entraîner ? Pourquoi cela a-t-il été décidé ? De façon plus générale, nous ne pouvons que constater que l'offre hospitalière a eu tendance ces dernières années à s'éloigner du centre-ville, à travers un certain nombre de décisions sur lesquelles je ne reviendrai pas ici. C'est un enjeu. Je note avec plaisir, monsieur le bourgmestre, qu'a été récemment inaugurée une polyclinique ici dans le centre-ville, mais elle ne va pas, à elle toute seule, renverser ce mouvement d'ensemble qui aujourd'hui est quand même préoccupant. Et on sait que plus de la moitié des foyers liégeois n'ont pas de voiture. Or, aujourd'hui, accéder à l'hôpital sans voiture, c'est devenu compliqué dans bien des cas. Ça demande une réflexion de la part de la ville. 5e enjeu, la pauvreté. Le CPS est dans une situation très compliquée. On a eu l'occasion d'avoir pas mal de discussions à ce sujet. Je dois dire que c'est quand même assez frappant de voir le contraste entre les conditions de travail du personnel du CPS et celles d'autres services, d'autres entités publiques. Je pense qu'il y a vraiment un sous-financement du CPS qui est problématique. Et je parle ici juste de son fonctionnement. En ce qui concerne les RIS, on attend là aussi que cette annonce qui a été faite par Paul Magnette et soutenue se concrétise, de voir mutualiser le financement de RIS au niveau wallon ou fédéral. Ce serait l'évidence. C'est évident que Liège, qui accueille une part tellement plus grande de la misère collective, n'a pas à payer plus que sa part, alors qu'elle est déjà plus pauvre que la moyenne. Nous attendons aussi, même si nous notons qu'un certain nombre d'initiatives sont prises, nous notons qu'il y a une volonté de votre part, mais nous ne pouvons que constater que beaucoup de personnes sans abri ne trouvent toujours pas de solution. Et donc il y a là une action plus décidée à mener. Je continue avec la préparation au changement climatique. Enjeu majeur là encore. Débitumiser la ville, végétaliser massivement, et pas uniquement les terrains qui le sont déjà. Ça va demander des arbitrages. Alors, nous nous réjouissons évidemment, c'était un de nos slogans de campagne même lors de la dernière élection, que plusieurs milliers d'arbres soient en train d'être plantés. Cependant, ces milliers d'arbres maintenant, il va falloir en planter dans des lieux où ça va être plus difficile. C'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement pouvoir en planter dans des espaces privés et dans des espaces qui sont déjà végétalisés, verdurisés. Il va falloir planter des arbres d'alignement, notamment dans les rues, lorsqu'on les refait. C'est important simplement pour que ces rues restent vivables quand il fera 45 degrés pendant l'été. Et donc, il va falloir faire des arbitrages. Il va falloir faire un peu moins de places de parking. Il va falloir mettre un peu moins de bitume. On arrive à ce moment-là, et je pense qu'on n'a plus vraiment le temps de tergiverser. Faire entrer l'eau dans l'espace public, créer des espaces de fraîcheur. Ce n'est pas forcément des choses très coûteuses, c'est parfois juste la manière d'aménager les lieux. Sur tout ce terrain aussi, je pense que vous êtes en recul par rapport à ce qui est possible et à ce qui se fait ailleurs. Solidifier les infrastructures vitales pour anticiper les chocs. On a pu observer à l'occasion des inondations à quel point certains réseaux ont été mis en difficulté, des réseaux essentiels. Réfléchissons dans la manière dont nous les organisons, à la manière dont ces réseaux vont pouvoir subir les différents épisodes qui arrivent, en termes de chaleur, en termes de possible répétition des inondations et d'autres faits encore. Je continue avec la qualité des espaces publics et l'urbanisme, enjeu essentiel. Alors je me réjouis, Monsieur Forêt, qu'un plan piéton soit envisagé, que des initiatives soient prises à cet égard. Reste qu'aujourd'hui, dans des centaines de carrefours de la ville, et je n'exagère pas, il n'y a toujours pas de passage pour piétons. On est dans des centaines d'endroits, il manque cet aménagement le plus élémentaire qui est un passage clouté, un peu de peinture sur le sol pour dire que les piétons peuvent traverser. De manière générale, il y a sur la question des piétons un immense travail à faire qui commence, et tant mieux, mais sur lequel on attendrait aussi une vision plus déterminée de votre part. Les itinéraires cyclables, c'est un peu le plus lourd peut-être des dossiers, parce qu'on peut remonter dans la presse jusqu'il y a presque 30 ans et voir des annonces en la matière. Aujourd'hui, à Liège, il n'est toujours pas possible de traverser la ville de bout en bout sur un itinéraire continu. Pas un seul.
Comment c'est possible? Comment est-ce qu'on en est à ce point de médiocrité sur la question cyclable? Alors pourtant que plusieurs membres du collège sont cyclistes. J'ai eu l'occasion de les croiser. Comment se fait-il que vous n'ayez pas la détermination requise pour avancer sur ce terrain? À cet égard, j'abonde dans le sens, et je note la remarque de Caroline Salle sur le stationnement vélo payant quand trois quarts de riverains sont gratuites. C'est un point que je n'avais pas relevé et je la remercie d'avoir mis en avant cet élément. La question des espaces verts, même chose. On attendrait beaucoup plus de détermination de votre part. On attendrait aussi, en termes plus structurants alors, la présence d'un outil foncier. Cet outil foncier, aujourd'hui, n'est pas présent ni au niveau intercommunal, ni au niveau communal, ni au niveau proto-métropolitain. Or, on sait que c'est l'élément déterminant pour réussir l'urbanisme. Aujourd'hui, nous sommes à la remorque des promoteurs dans la plupart des dossiers. Nous sommes dans une situation de faiblesse vis-à-vis du capital privé dans d'innombrables circonstances. Pourtant, si on avait la maîtrise foncière, on pourrait l'avoir, ce ne serait pas si compliqué que ça. Nous serions dans une toute autre situation de négociation. Nous pourrions déjà orienter la façon dont les capitaux privés arrivent à Liège, comme d'autres villes le font, et pas forcément des villes de gauche ou d'extrême gauche. Et donc, je vous appelle vraiment à avancer sur ce domaine foncier, à prendre la main, à trouver les capitaux nécessaires pour investir, parce que ce seront des capitaux qui seront même possiblement rentables. Et donc, il est possible de créer un outil public financé. Voilà, on voit par exemple que certains de nos investissent massivement dans l'immobilier. Peut-être que ce type d'outil pourrait être plus utilement orienté vers la question foncière. Suggestion. 8e point, et j'en ai bientôt fini, je vous remercie de votre écoute, la question de l'enfance. Question centrale, pas seulement en termes stratégiques, parce qu'il s'agit de maintenir les familles, mais simplement aussi en termes démocratiques, j'ai envie de dire. Les enfants sont aujourd'hui des sous-citoyens. Être enfant aujourd'hui, c'est avoir beaucoup de mal à faire entendre ce dont on a besoin. Et je pense qu'il y a là une évolution qui doit avoir lieu. Alors, je me réjouis d'entendre qu'un certain nombre de choses sont faites. Je trouve ça très positif que les repas gratuits commencent à arriver. Je vois les efforts et même le changement de culture, Madame Yerna, qui a eu lieu en matière de cantine scolaire. L'évolution est plus que significative et positive, et il faut le souligner. Je vois aussi qu'un réel effort est fait au niveau des crèches et de l'accueil de l'enfance dans le budget. C'est pour moi un des points positifs de ce budget. Reste que voilà, la situation des bâtiments scolaires dans son ensemble est absolument dramatique. Et c'est là encore un point qui est très dissuasif pour des gens qui veulent vivre à Liège, construire leur vie, leur avenir dans cette ville. Et les besoins sont très importants en termes d'isolation, en termes de ventilation, en termes de gestion du bruit, en termes de toilettes, en termes de retour des cuisines, en termes d'aménagement des cours de récréation, de débitumisation des cours de récréation. On voit bien qu'il y a une volonté, un effort, et je salue l'énergie de M. Léonard à cet égard, qui ne ménage pas ses efforts, mais la disproportion entre les besoins et les moyens disponibles est quand même frappante. Voilà, le 9e point et l'avant-dernier point que je voulais souligner concerne la culture. Je pense qu'une des plus grandes richesses de Liège, c'est la diversité de son tissu culturel. C'est absolument fabuleux. Et quand on a l'occasion de s'en rendre compte, quand on fait visiter Liège à des interlocuteurs venant d'autres villes, ils sont à chaque fois impressionnés par la richesse, par la diversité, par le dynamisme de nos acteurs culturels. Reste que beaucoup de ces acteurs culturels sont aujourd'hui sur le fil, pour certains en réelle difficulté. Et là encore, on attendrait de la part des pouvoirs publics une capacité plus forte à les soutenir. À cet égard, un des projets possibles, c'est un projet que Vega avait mis dans son programme lors des dernières élections et auquel Verardin s'est récemment rallié, c'est l'idée d'utiliser le Trianon comme un outil mutualisé pour les acteurs culturels. Je pense qu'il y a là vraiment un outil possible. Le Trianon existe, certes, il doit sans doute être rénové. Il est aujourd'hui fortement sous-utilisé, je parle de la grande salle. Faisons du Trianon un outil au service de la diversité des arts de la scène, des arts de la musique et des arts de la scène. En matière de culture, je pense que les Liégeois, en tout cas ceux qui s'intéressent à la question, attendent aussi de la part de la ville une ambition renouvelée pour les musées. Aujourd'hui, il faut dire les choses, nos musées sont dans un état désespérant. Alors, certes, un certain nombre de choses ont été faites pour sécuriser les choses,
au moins nos œuvres d'art ne sont plus dans des réserves où il pleut, reste que l'offre muséale liégeoise est vraiment terriblement désespérante. Le cursus n'a aucun propos. Et la Bovary n'est pas le musée d'art qu'elle a prévu d'être. C'est pas le sous-sol de la Bovary qui peut constituer un musée d'art. Et donc, je pense qu'on attend de la part de la ville qu'elle se dote enfin d'un musée d'art, d'un grand musée d'art. Elle ne le financera pas toute seule. Elle le financera peut-être avec des fonds européens. Elle le financera peut-être avec un projet à trouver. Reste qu'on a besoin d'une vision pour cette question. On a besoin que le cursus se renouvelle. On a besoin d'une vision d'ensemble pour les musées, intégrant l'ensemble des acteurs publics, provinces, universités, etc., qui aujourd'hui fait défaut. Et je termine avec la question de l'économie. Alors, certes, l'économie, là encore, tout comme le logement, me direz-vous, n'est pas vraiment une compétence communale, reste qu'elle l'est quand même. Elle l'est quand même, notamment à travers nos intercommunales. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être le plus gros problème dans notre situation, c'est que nous n'avons pas réellement de vision économique, de vision stratégique économique pour l'agglomération. Quelle est l'orientation que nous voulons donner à nos outils? Mais pour moi, c'est pas clair. Alors, il y a effectivement cet accord qu'on annonce ce soir concernant la vente de vous. Personnellement, je regrette que l'ensemble du produit de la vente de vous ne soit pas affecté à une vision structurante, à un projet structurant économique, parce que c'est ce dont nous avons le plus besoin. C'est aujourd'hui de recréer des projets pour la génération qui vient, pour créer des emplois pour les 20, 30, 40 prochaines années. Je ne pense pas que saupoudrer de 150 millions, comme on s'apprête à le faire, pour en fait suppléer aux défauts de financement qui devraient venir d'ailleurs, soit la bonne façon de faire. Reste que voilà, on a besoin en matière économique d'une vision plus claire et qui ne peut pas concerner uniquement l'énergie. L'énergie est un enjeu important, mais nous avons aussi besoin de retrouver des productions manufacturières à Liège, parce que c'est ça qui a fait la richesse de la ville, c'est ça qui a fait sa capacité à se développer. Et aujourd'hui, nous sommes plutôt dans une logique de torpillage de l'industrie manufacturière à travers, par exemple, un projet comme Alibaba qui rend extrêmement difficile beaucoup de projets qui veulent se lancer. Vous avez aujourd'hui une jeune entreprise qui cherche à se lancer dans le textile, dans n'importe quoi. Ça va être très compliqué dans le contexte qui est fait. Bref, tout ceci pour dire ce qui aurait pu, ce qui pourrait se trouver. Alors certes, ce n'est pas à portée de main. Certes, beaucoup de ces propositions ne sont pas instantanément finançables. Quoique, si on avait trouvé une solution sur la cotisation de responsabilisation, beaucoup des propositions que je fais ici le seraient, parce que le programme que je dessine ici, il coûte entre 500 millions et 1 milliard, quelque chose comme ça. C'est justement ce qu'on a perdu avec les cotisations de responsabilisation. Mais donc, que conclure? Est-ce que notre sort relève de la fatalité? Est-ce que le judoka doit continuer à s'escrimer sur le sol? Est-ce qu'il doit abandonner? Est-ce qu'il doit poser la deuxième épaule et laisser tomber? Non, je ne crois pas. Je crois que les conclusions à tirer sont d'abord le fait qu'il faut travailler plus dur. Oui, encore plus dur. Il faut augmenter le niveau d'exigence. Je sais bien, c'est pas facile, mais il va falloir le faire. Il va falloir le faire, et à cet égard, la question des comptes non déposés, la question des taxes non envoyées, témoigne de quelque chose qui, excusez-moi de le répéter, ressemble un peu trop à du todibonisme, ressemble un peu trop à « c'est comme ça, on n'a pas le choix ». Je pense que quand on en arrive à une situation aussi grave en termes de mégestion, il faut que le collège prenne ses responsabilités. Il faut à certains moments pouvoir trancher dans le vif, ce que jusqu'à présent vous n'avez pas fait. Ce niveau d'exigence, il concerne l'ensemble de nos structures. C'est un message qui doit passer, donc vous devez être porteur, mais il s'agit d'imposer une culture à l'ensemble de nos services. Nous sommes dans une situation aujourd'hui tellement difficile qu'il faut que chacun se retrousse les manches, à tous les niveaux, chacun où qu'il soit. Et ça vaut pour chacun d'entre nous, et ça vaut pour tous ceux qui nous écoutent. Liégeoises, Liégeois, retroussez-vous les manches. L'avenir de notre cité est à ce prix. Relevons nos crestes, disait l'hôpital. Redressons la tête, agissons chacun où nous pouvons le faire, et je pense que le collège doit être dans un rôle de leader par rapport à cette dynamique. Nous devons réussir à imposer une culture, à faire partager une culture qui est celle, non pas de la traversée du désert pendant laquelle on fait le gros dos, mais une culture dans laquelle on retrouve une capacité à aller de l'avant. Et je pense que nous pouvons nous tourner vers le passé si glorieux de cette ville. Cette ville, au cours de ses plus de 1000 ans d'existence,
a témoigné à des dizaines de reprises de sa capacité à surmonter les difficultés, dans de multiples situations que je ne vais pas décrire ici. Cette ville a produit des réalisations magnifiques de l'esprit humain, sur le plan de la technique, sur le plan des arts, sur le plan de la science. À cet égard, d'ailleurs, sauvons l'Observatoire de Cointe, s'il vous plaît. Inspirons-nous de cette culture, inspirons-nous de cette capacité que la ville a eue à tant de reprises de surmonter les épreuves, et surmontons l'épreuve qui est ici aussi, sans la sous-estimer. Et à cet égard, peut-être que la première chose à faire, Madame Leschwin, c'est de ne pas nier cette difficulté. Non, nous ne sommes pas face à un budget de vérité. Non, nous ne sommes pas face à un budget ambitieux. Pas du tout. Nous sommes dans une situation de dernière ligne. Nous sommes dans une situation de défense. Assumer les choses comme elles le sont. Et par rapport à ça, il faut se révolter. Nous devons assumer une révolte. Nous devons dire à quel point ces cotisations de responsabilisation sont injustes, sont foncièrement injustes. Parce que ce que nous sommes en train de faire là, c'est de faire payer aux pauvres liégeois d'aujourd'hui le service public qui a été rendu aux riches qui ont quitté la ville il y a 30, 40, 50 ans. C'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ça n'est pas acceptable. Refusons l'inéluctable. Retrouvons des voies urbaines. Donnons l'occasion à des voies urbaines de s'exprimer. Reconquérons les parlements. Moi, je suis frappé par la faible défense des enjeux que nous évoquons ici dans les parlements différents, et notamment le Parlement wallon. Vous qui siégez au Parlement wallon, faites entendre la nécessité dans laquelle nous nous trouvons, faites entendre que l'agglomération liégeoise ne pourra pas prospérer autour d'un cœur mort, mais que la région wallonne ne pourra pas non plus prospérer autour d'une région liégeoise morte. Cette nécessité, elle s'impose à tous. Et enfin, troisième conclusion et dernière conclusion, il faut investir plus. Il faut un peu se faire mal pour investir plus de façon à poser les bases du futur et investir de façon plus judicieuse à travers une vision stratégique. Et cette vision stratégique, pour moi, elle fait encore défaut, et c'est là peut-être ce que j'ai le plus à vous reprocher ou le plus à attendre de vous, c'est que cette vision stratégique, pour moi, elle n'est pas encore aboutie. Le SDC va peut-être amener certains éléments sur le plan territorial, mais c'est une vision d'ensemble, une vision économique, une vision ferroviaire, une vision en termes même diplomatiques qu'il s'agit d'avoir. Pour moi, aujourd'hui, cette vision, elle fait défaut. Et c'est quand nous aurons cette vision, quand nous partagerons cette vision tous ensemble, parce que nous sommes tous dans le même bateau, que nous pourrons investir de la façon la plus judicieuse et que nous pourrons dès lors surmonter l'épreuve dans laquelle nous nous trouvons, j'ai dit.